Déjà. Il s'appelle Fanou. Fanou. Ça veut dire quelque chose. Ouais, Fanou, ben, on va l'appeler sur son vrai. Non, mais en arabe. Aucune idée. Ouais. C'est son prénom. Je pense que c'est Abdou. Fanou, c'était sûr. Ouais, c'est le surnom, le nom qu'on appelle à l'armée. Ouais. Voilà. Ah, d'accord. Ouais. Donc, comme ça, c'est bon, bonjour à tous. J'espère bien que vous nous attendez. Chers amis, si le son est bon, si le son est bon, dites-nous, comme ça nous allons démarrer notre petit entretien avec le docteur Zile Swalihi, qui est l'un des grands hommes politiques de l'opposition, qui est ici à Marseille, qui habite à Marseille, et comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a quelque chose, les premières personnalités politiques qui essayent d'expliquer ou bien de donner de l'espoir au peuple comorien. Je pense que le son est bon. Le son est bon. Donc, sans trop tarder, le docteur Zile, bonjour. Avant de commencer notre interview, si vous voulez, ou bien notre entretien, nous vous laissons quand même quelques minutes pour présenter, puisqu'il s'agit de ça, les condoléances, à la famille du jeune militaire qui a été assassiné d'une manière macabre. Et puis après, nous allons tenter d'essayer d'expliquer aux Comoriens ou bien d'essayer de comprendre pourquoi de telles choses arrivent continuellement à Comores. Docteur Zile, vous avez... Remercier la chaîne Comores Info, m'inviter encore une fois sur son plateau pour pouvoir m'exprimer sur l'actualité qui se déroule dans mon pays. Je remercie aussi ceux qui sont devant leur ordinateur ou devant leur smartphone et qui nous suivent. J'espère que nous aurons, Dima et moi, à aborder des sujets qui sont dignes d'intérêt pour eux. Mais avant toute chose, je suis le père d'un enfant. Et quand on est père, on ne peut pas rester insensible au décès d'un jeune homme qui avait tout l'avenir devant lui. Je me mets à la place de sa mère et je ressens leur tristesse, je ressens leur douleur, et c'est en ressentant cela que je leur présente mes sincères condoléances. Je présente mes condoléances non seulement à la famille, mais aussi à toute la ville de Salimani. Mais au-delà de la ville de Salimani, c'est un jeune qui a perdu sa vie dans des conditions effroyables. Donc, au-delà de cette ville, je présente mes condoléances à l'ensemble du peuple comorien qui, je suis persuadé, dans son cœur, dans son âme, l'horreur qui nous est rapportée par ceux qui ont vu le corps du jeune Fanou. Donc, au peuple comorien, je leur dis mes sincères condoléances aussi. Nous sommes dans un combat, l'ennemi est redoutable, l'ennemi ne recule devant aucun moyen pour faire taire toutes sortes de contestations. Notre enfant, parce que c'est comme ça que je le vois, Fanou, vient ajouter à la liste macabre des jeunes qui ont été assassinés de manière inhumaine par Azali Assoumani. Voilà ce que j'ai envie de dire d'entrée de jeu, mais je laisse la parole à Dima pour essayer de conduire un peu plus à son envie l'entretien que nous avons ensemble. D'accord, merci Zile. Les gens demandent à ce que vous parlez quand même un peu plus fort. Je suis désolé. Voilà. Là, c'est mieux. C'est mieux. Donc,
docteur Zillet, revenons un peu, on ne va pas revenir depuis, disons, au début de cette année, puisque juste après la mascarade électorale de trop, vous étiez venu ici dans ce plateau pour présenter encore une fois les condoléances du jeune musulman, que lui, son tort, c'est d'avoir essayé d'escalader, de contester, de se révolter, et qu'il a eu une balle dans la tête. C'est ça. Aujourd'hui, encore un jeune gendarme, cette fois-ci, qui n'est pas un civil, mais c'est un jeune gendarme, qu'on accuse de vouloir assassiner Azali Assoumani. Et c'est le fils d'Azali lui-même, avec ses hommes, les hommes qui sont sous ses ordres, qui ont embarqué le jeune gendarme, Fanon, et la suite, le lendemain matin, nous avons découvert un corps découpé, à rappeler ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Ce qui est bien, d'après nos informations, il y aurait des preuves, puisqu'il y aurait des photos. Donc, moi, la première question que je me pose, le fils d'Azali se fait justice tout seul. Et ce n'est pas n'importe quelle justice. Pourquoi? La justice n'est pas la justice lorsqu'elle est barbare. Ce n'est pas ça la justice. La justice, quand on est accusé d'un crime, quelle que soit la nature du crime, vous allez devant un juge, il y a une enquête, vous avez droit à un avocat, on vous défend, parce que les raisons d'un crime ne sont pas tout le temps noires ou blanches. Les raisons d'un crime ont toujours des explications, parfois des circonstances atténuantes, et c'est dans ce cadre-là que la justice, lorsqu'elle est bien exercée, impose, dans tout pays démocratique, impose enquête, impose défense, impose juge, impose défense des droits de celui qui est accusé. La volonté de ce jeune de commettre quel forfait? Il a voulu commettre un forfait. Et les raisons, nous aurons l'occasion de l'expliquer, sont peut-être multiples. Mais on ne se fait pas justice soi-même. Tu as dit toi-même que Lukman, c'est le fils d'Azali. Azali n'est pas n'importe qui en matière de déni de justice. Azali, c'est celui qui a tué le lieutenant Apache et qui l'a promené sur le capot d'une voiture dans la ville de Moroni. Pour les jeunes, il s'agit des militaires aux années 90. Pour ceux qui ne sont pas donc Lukman, c'est le fils de celui qui n'a pas peur de commettre des crimes pour défendre ses positions. Donc, il a hérité de la volonté de son père. En fait, ce n'est pas Lukman qui a tué. Lukman, ce n'est jamais que le bras armé d'Azali, de son père. Donc c'est Azali qui a tué. C'est ce que j'ai envie de dire. Parce que ce qui a fait que ce jeune soit arrivé à cette extrémité, c'est Azali. Lorsque vous êtes un jeune homme, que vous avez matin, midi et soir, que vous ne savez pas comment retrouver, sûr que vous n'aurez pas d'électricité, qu'il n'y a presque pas d'enseignement ni de santé, et que vous voyez que votre avenir est sombre, les conséquences peuvent être désastreuses pour la jeunesse. Et de temps en temps, un jeune se révolte, il se lève le matin, après avoir fait cauchemar sur son avenir, il se lève le matin et il se dit, ça suffit, je ne peux plus, autant mourir. Et à mon avis, ce jeune n'avait pas peur de mourir. Et c'est souvent comme ça que les choses se passent en dictature.
il y a toujours quelqu'un qui dit « ça suffit ». C'est un jeune homme. Mousseline aussi a dit « ça suffit ». Azali, tu as triché, tu n'as pas gagné les élections, ça suffit. Il a protesté, il s'est révolté, et la récompense a été une balle dans la tête. Par les mêmes sbires. Mais à chaque fois qu'il s'agit d'un sbire, c'est Azali qui est derrière. Parce que c'est Azali qui donne le là, c'est lui qui donne l'ordre, c'est lui qui autorise, c'est lui qui permet. Il a instauré un cadre où il n'y a pas de justice, où en fait certains militaires de haut rang, et son fils en particulier, peuvent se rendre justice, mais de manière inhumaine. Comment on peut imaginer un seul instant? Quel âge il avait? 24 ans? À peine? À peine. Mais d'après la famille, il aurait moins que ça. C'est ça. Un jeune gendarme en plus, donc qui était censé assurer la sécurité du pays. Hein, qui était un bras armé de la justice, s'il y avait justice. Et le commandant. Et le commandant. Donc, et la gendarmerie. C'est ça. Donc il était sous les ordres. Sous ses ordres. Donc ça s'en dit long quand même, hein, sur la chaîne de commandement. Mais on l'a amené, sans procès, dans la nuit noire, dans une cellule où il était tout seul. Et on le retrouve, quelque temps après, on dit, il est mort, on l'a retrouvé inanimé. Qui disait ça? C'était un procureur, c'est ça? On l'a retrouvé inanimé. Il aurait eu un malaise. Mais c'est prendre les Comoriens pour des idiots. Surtout lorsqu'on a torturé, découpé à lambeaux, un couteau quelque part dans l'arrière de cet enfant. Les parties génitales, paraît-il, découpées, le nez découpé. Le nez découpé, oui. Le nez. Comment cela est possible en pays? Et a été violé. Comment cela est-il possible en pays musulman? Comment cela est-il possible? Comment cela est-il possible que les oulémas, ceux qui nous indiquent la bonne voie, ceux qui parlent du Coran, ceux qui disent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ceux qui nous sortent des ayats régulièrement, comment se fait-il que ces gens-là ne montent pas au créneau en disant, comme ce jeune homme, ça suffit? On est en train de terroriser la jeunesse, on est en train de marcher sur l'islam. Ce qui se fait dans notre pays n'est pas musulman. C'est tout, sauf musulman. C'est le diable. C'est le diable. Et on sait que Azali est très, comment dire, fervent de tout ce qui est sorcellerie, semble-t-il. Qu'il aurait un sorcier à Pemba, quelque part dans une île. Je pense que les oulémas, ceux qui sont nos guides, devraient réagir. Alors, bien entendu, ce jeune est mort. Il n'est pas le seul. Un certain nombre d'entre eux, presque une dizaine, un peu plus, sont morts aussi. Sont morts aussi, par la main de la dictature. Je suis sûr, je suis persuadé que ce qui se passait aujourd'hui, ce qui se passait cette semaine dernière, là, ce qui s'est passé, est un point de singularité. La singularité, c'est lorsque, dans un système, on dit, ici, les choses vont dériver. Ici, les choses vont changer. Ici, les choses ne vont pas rester comme avant. Ici, le peuple ne va plus continuer à être ce qu'il était, c'est-à-dire un ensemble de moutons que l'on peut payer et que punition soit donnée. Cette histoire me rappelle ce qui s'est passé en Tunisie et qui a provoqué le printemps de Tunis. C'est un jeune homme, un jeune vendeur de légumes, qui lui aussi a dit « ça suffit ». Il n'a pas tué, non. Qu'a-t-il fait? Il s'est incendié. Il s'est immolé par le feu. Quand on imagine qu'un jeune, et c'est encore un jeune, qui a l'avenir devant lui, accepte de s'immoler par le feu, c'est qu'il se dit « ça suffit ». Je veux faire un acte qui va faire en sorte que les autres se réveillent. Donc ce que j'espère, moi, c'est que la mort de ce jeune homme, la mort immonde, les tortures de ce jeune homme ne vont pas rester comme ça, tombés dans un... Le peuple entier, aujourd'hui, va comprendre qu'enfin, il faut se lever. Il faut se lever. Il faut que les familles se lèvent.
Il faut que les jeunes se lèvent, parce que celui qui est mort est un jeune homme. Il faut que les autres jeunes hommes se lèvent et comprennent que c'est leur avenir qui est en jeu. Ce qui est arrivé à Fanou va leur arriver aussi. Je suis persuadé. Fanou n'est pas le dernier. Il y en aura d'autres si les choses restent en l'état. Voilà un peu la première réflexion que j'ai envie de partager avec nos auditeurs, Dima. Mais... Bien sûr, d'ailleurs, je saisis cette occasion puisque je sais que c'est un moment très difficile pour tous les Comoriens en général, pour toi en tant que personnalité politique qui est là depuis le début de ce combat jusqu'à aujourd'hui et qui n'est changé pas de ligne de conduite. Docteur Zilé, il y a beaucoup de questions que nous allons tenter de comprendre, puisque aujourd'hui, je pense que le Comorien a le droit de savoir. Parlons un peu des médias, puisque certains médias ont préféré utiliser le mot mort au lieu d'assassinat. Ils ont parlé de Fanny est mort dans sa cellule. Est-ce que cette vision des choses n'est pas trop simpliste pour quelqu'un Bien, son devoir, c'est de dire un peu la vérité, c'est pas de la déformer. Lorsqu'on dit que quelqu'un est mort, on va au-delà de ce mot, on explique comment il est mort. Donc c'est pas tellement le fait qu'ils disent qu'il est mort qui est un peu, comment dire, regrettable. C'est le fait qu'il n'aille pas au-delà du mot mort, qu'il n'enquête pas. Parce qu'aujourd'hui, nous avons certains médias, pas tous, hein, j'ai bien dit, hein, certains médias. Ça, parce que j'ai souvenir de ce que disait Agua. Agua était très précis sur ce qui est arrivé à ce jeune homme. Mais certains médias, effectivement, certains ont peur, probablement, préfèrent utiliser des mots un peu doux pour caractériser un crime abominable. Non, cet enfant n'est pas mort. Il a été assassiné de manière horrible. Et il faut que les médias le disent. Il faut qu'Aloua Toile le dise. Il faut que la Gazette le dise. Il faut qu'Al-Fajr le dise. Il faut que tous ces journalistes qui sont censés nous donner la vérité, qui peuvent être un contre-pouvoir, soient enfin un contre-pouvoir. Et non pas dire des mots qui font plaisir aux dictateurs. Ou bien ne plus en parler s'ils ne sont pas sûrs de ce qui s'est réellement arrivé. Si tu es un média sur place et que tu sais que quelqu'un est assassiné, mais tu dois dire n'en parle pas. Alors tu fais un autre métier. Tu fais agriculteur ou instituteur, mais tu ne fais pas média. Tu n'es pas un média. C'est vous qui avez choisi d'être journaliste. Exact. Si tu es journaliste, tu écoutes la société, tu écoutes ce qui se passe, tu enquêtes sur ce qui se passe, et surtout tu cherches la vérité. Et tu dis la vérité. Et tu es courageux pour dire la vérité. Voilà. Donc le mot mort est un mot réducteur. Il faut que les journalistes disent clairement qu'il a été assassiné, qu'il a été torturé de manière ignoble, et qu'ils parlent surtout de ceux qui l'ont assassiné, de ceux qui l'ont. Si la justice n'enquête pas, les journalistes peuvent prendre le relais. N'est-ce pas? C'est ce que l'on voit avec les vrais journalistes. Ceux qui cherchent la vérité, ceux qui ne sont pas en train de caresser la dictature dans le sens du poil. Ceux-là, ils pensent au peuple. Ceux-là, ils pensent à leur métier, à l'éthique de leur métier, à l'éthique de leur métier. Je répète, à l'éthique de leur métier. Et l'éthique impose à ce qu'ils recherchent la vérité avant de faire toute autre sorte de commentaires. Impartial, objectif, la vérité, toute la vérité, et aux journalistes et à nos médias. Puisque nous sommes là pour commenter ce qui s'est réellement passé, ou bien essayer de comprendre ce qui s'est passé, juste après, on peut dire au début de cette tragédie, certaines responsables politiques avons déjà pris la peine de condamner fermement ce que le jeune gendarme aurait tenté de faire. Mais juste après l'annonce de son assassinat, ces mêmes personnalités politiques, ces mêmes partis politiques n'ont pas osé condamner l'acte. C'est ce qu'on appelle deux poids, deux mesures. Comment analysez-vous deux poids, deux mesures et manque de courage. Et manque de courage que je dénonce. Parce que quand on est un homme politique,
quand on accepte, quand on prend la responsabilité de défendre le peuple, de défendre l'oppression, on prend son courage à deux mains et on dit la vérité. On dénonce ce qui est injuste, on dénonce ce qui est criminel. J'ai vu un communiqué du collectif des gouverneurs qu'on a spoliés de leur vote. Je n'ai pas vu de communiqué des candidats présidentiels, au présidentiel. Cela m'intéresse. Soyez solidaires de ce qu'ont dit les gouverneurs et faites en sorte qu'un communiqué similaire ou plus poignant, plus fort, soit formalisé et soit écrit l'événement triste que nous venons de vivre, que la famille de Fanou vient de vivre et que les Comores, dans leur grande majorité, ont reçu comme une balle dans leur cœur, comme une grande tristesse et comme une grande douleur. Nous allons rentrer maintenant au côté religieux, même si vous l'avez évoqué au début, puisque après ce drame, comme on le dit, un responsable, on va rentrer au côté coutume, un responsable, un notable, avait déclaré que ce jeune méritait la mort. Et en fait, il ne mérite pas de vivre. Et évidemment, il avait sollicité à Lukman de le liquider. Et Lukman a exécuté. Et puis le lendemain, le même monsieur, je pense que vous avez vu cette séquence vidéo, est venu présenter les excuses. Est-ce qu'on peut présenter des excuses alors qu'on a demandé à quelqu'un d'ôter la vie d'un présumé coupable? S'il y avait une justice, cet homme devait être devant un juge. Parce que c'est ce qui s'appelle une incitation à la haine, une incitation au meurtre, un appel au meurtre, et cela c'est puni par la loi. Lorsque quelqu'un qui se dit notable, donc qui a une certaine position sociale, lance un appel comme ça, c'est regrettable. C'est terriblement regrettable. C'est inexcusable. Cet homme ne peut pas, comme ça, faire cette déclaration le matin et venir le soir dire « Oh, pardonnez-moi, je me suis trompé, cette parole a dépensé ma pensée. » Non, tu dois payer. Et il faut absolument que les gens de cette... Il faut aussi que la justice passe, comme cet homme-là. Je ne sais pas de quelle manière, parce qu'on est en dictature, mais il y aurait une justice dans le pays. Cet homme serait traduit devant la justice. S'il n'est pas traduit aujourd'hui, est-ce que ça serait normal, une fois le pays libéré, que des gens comme ça... Bien sûr, bien sûr. De manière générale, mon cher Tima, tu sais que tous ceux qui ont commis des crimes doivent, lorsque la démocratie reviendra, payer. Payer. Ça se fera ainsi. Et je n'ai aucun souci sur cela. Un jour ou l'autre, peut-être un jour prochain, l'histoire le montre, les dictatures se terminent de manière misérable. On le voit à chaque fois. Rien n'est éternel dans ce bas monde. Donc ce jour-là, le jour où la lumière de la dictature reviendra dans notre beau pays, ceux qui ont commis des crimes le paieront. Qu'ils s'appellent Azali, qu'ils s'appellent Lukman, qu'ils s'appellent X, Y ou Z, ceux qui ont tué périront par la justice. Je n'appelle pas au meurtre, hein? Non, ce n'est pas dans mon propos, mais j'appelle au châtiment. J'appelle au châtiment parce que... À la justice. Chacun paye. C'est la justice qui donne le châtiment. Ce n'est pas un homme seul dans sa cellule qui va prendre un individu qui aurait commis un crime et le découper. C'est un crime. Cela est ignoble, cela est punissable, et la démocratie, lorsqu'elle sera mise en place dans ce pays, lorsqu'elle reviendra, devra punir tous ceux qui ont commis des crimes de ce genre. Et donc, cet notable est un criminel, lui aussi. Et criminel parce qu'un notable, il a une certaine autorité. Déjà, est-ce que c'est sa place, quelqu'un qui n'a pas de compétences juridiques? Est-ce que c'était à lui de se prononcer? Le problème, c'est que la réponse est dans la question. Ce n'est pas à lui de se prononcer. Un notable, ça, dans ma culture, moi, dans ma tradition, c'est là pour prôner la paix, hein? Prôner la entente cordiale. Il n'est pas là pour
faire sauter les gens attiser la haine. Donc cet homme-là, il est notable, chose comme ça, mais à mon avis, d'esprit, il n'est pas notable. Il est simplement perdu. Et à mon avis, il est perdu parce qu'il se dit, peut-être qu'en disant cela, je viens tirer bénéfice. Hein, on a souvent des notables comme ça, je veux dire des notables entre guillemets, qui agissent uniquement par bénéfice. Hein, quelques billets par-ci, par-là, et qui sont capables de nier famille, père, fils, uniquement pour un petit bénéfice financier. Cet homme-là est condamnable. Et moi, j'attends aujourd'hui, en attendant que le jugement démocratique arrive demain, j'attends aujourd'hui que Salimani prenne ses responsabilités et punisse ce soi-disant notable. Docteur Zillet, une avant-dernière question, bien la dernière. Ça fait plus de 5 ans que nous sommes ici en train d'essayer de contenir. On appelle notamment, si j'ai dit on, je parle de la diaspora, qui appelle systématiquement à la jeunesse comorienne de prendre leurs responsabilités, de prendre en main leur avenir. Et après ce qui s'est passé en janvier, je parle de musulmans, après ce qui s'est passé il y a 3 jours de Fanou, quand vous voyez cette détermination de tout ça, quelle analyse faites-vous de ça? D'abord, la jeunesse est l'avenir d'un pays. Lorsque la jeunesse sent que son avenir est menacé, un jour ou l'autre, elle va se révolter. Nous avions en 68, nous étions au lycée, lorsque nous avons lancé notre première manifestation pour que les Comores deviennent indépendants, pour que le colon quitte notre pays. Et ça, ce sont les jeunes qui ont fait ça. Ce ne sont pas les vieux. Mais nous avons eu la chance derrière de voir que nos mères, nos pères nous ont suivis dans notre démarche. Aujourd'hui, les jeunes Comoriens, les jeunes étudiants, les jeunes lycéens, les jeunes militaires qui ne sont pas pour cette dictature doivent aussi prendre leurs initiatives. Ils doivent comprendre que l'avenir du pays est dans leurs mains. Parce que l'avenir du pays est d'être terrorisé. S'ils acceptent d'avoir à la tête de ce pays un homme qui détruit leur avenir, qui détruit leurs ambitions, qui ne leur laisse aucun chemin pour demain faire une vie agréable, épouser une femme, construire une maison, être honnête, ne pas tricher, si ils voient que ce pays est en train d'embrasser ses méfaits, ses forfaits, alors je suis persuadé que Fanou n'est pas le dernier. Fanou va être suivi par d'autres, je suis persuadé. Les jeunes vont se révolter, et que je répète, pas uniquement les jeunes étudiants, ceux à qui on fait faire les basses besognes. Parce que je suis persuadé que les jeunes gens qui n'ont un maigre salaire n'ont aucune envie d'aller tuer notre jeune homme. Ils le font parce qu'on leur a donné un ordre. Voilà. Et j'ai foi en cette jeunesse, et c'est un peu cette prière que j'ai envie de faire aujourd'hui, mon cher Dima. Je crois en vous, la jeunesse. Il faut que vous preniez votre avenir en main. Je crois en vous, les jeunes gendarmes. Je crois en vous, les jeunes soldats. Je crois en vous, les officiers, ceux qui sont pour une union des Comores démocratique, respectueuse de la justice et respectueuse des libertés. Docteur Zillet, est-ce que les gens, puisque début ce drame, pour soutenir non seulement Azali, mais soutenir l'acte barbare qui a été commis contre le jeune Fanou. Est-ce que ces gens-là, pensez-vous que ces gens-là comprennent qu'ils commettent des délits et ils sont punissables? Quel message voulez-vous les envoyer? Est-ce qu'ils savent que... Ces gens-là qui sont des pères, des mères, des adultes, parfois, peut-être des jeunes même aussi, il y a beaucoup de jeunes devraient se regarder dans une glace et se dire, et si c'était moi? Parce que cela, si tu es un jeune, cela aurait pu être toi. D'autant plus qu'il n'était pas allé faire ça pour soi-même, mais pour tenter. Donc je me toche sur la sincérité de ces jeunes lorsqu'ils se condamnent cela. À certains égards, je me demande s'ils n'ont pas été payés pour venir dire ça. Je me demande si certains n'ont pas été payés, parce que
la dictature est capable de tout. Elle est capable de payer des jeunes pour venir condamner d'autres jeunes, n'est-ce pas? Mais si cela était sincère, si c'était un acte sincère de leur part, alors je leur dis, vous êtes en erreur, vous êtes des brebis égarées. Votre intérêt, c'est faire en sorte que la dictature s'en aille. Parce que c'est ça votre intérêt, que le pays se développe. Votre intérêt, c'est que demain vous ayez un travail propre, que vous ne soyez pas corrompus. Votre intérêt, c'est que vous ayez un pays qui soit juste et que vous puissiez, comme tout autre jeune, construire librement votre avenir. C'est ça votre intérêt. Pas celui de profiter de quelques billets par-ci, par-là, pour commettre des forfaits et pour soutenir les forfaits des dictateurs. Donc vous avez tort en ne condamnant pas l'acte barbare. Et je répète encore, en tant que père, vous avez tort. Vous les jeunes, vous les adultes, vous avez tort. Je ne suis pas pour la violence. Je suis contre l'injustice. Je suis contre la barbarie. Si Fanou était coupable, il a donné, semble-t-il, un coup de couteau. Moi, je n'étais pas là. Hein? Mais la justice aurait pu passer. Il aurait pu être amené en justice. Il aurait pu avoir un avocat. Il aurait pu être jugé. Une enquête aurait pu être exprimée. Pourquoi il en est arrivé jusque-là? Quels sont les événements, quelle est la situation qui a pu amener un jeune comme lui, qui cherche un avenir, à aller jusque-là? Peut-être qu'il aurait pu dire, je souffre parce que je n'ai pas à manger le matin, je souffre parce que je n'ai pas de travail, je souffre parce que ma famille n'a pas à manger, je souffre parce qu'on n'a pas d'école, parce qu'on n'a pas de système de santé, je souffre parce que moi, en tant que jeune, je suis peut-être gendarme, j'ai peut-être chance d'avoir un maigre salaire, mais qu'en est-il de tous les autres? Si je pense à tous les autres. Et peut-être qu'en jugement, il aurait pu dire tout ça. Il aurait pu transmettre sa douleur à tout le peuple comorien. Mais non, on a préféré le faire taire tout de suite pour qu'il ne parle pas, pour que le disant soit, pour décrire ce qu'il vit, pour parler de ses douleurs et transmettre ses douleurs à l'ensemble du peuple comorien. Les jeunes sont des porte-voix. Les jeunes, c'est l'avenir, je répète. On ne doit pas tuer un jeune. On peut le réprimander, on peut l'emprisonner, mais on ne peut pas le tuer. Comme ça, sans jugement. Pensez-vous que ce jeune gendarme, pensez-vous que c'est un acte isolé ou bien le corps militaire commence à prendre conscience de l'état du pays? Si je devais regarder mon fort intérieur, je pense de toute façon que il y a une braise qui est en train de grandir au sein du peuple comorien. Et je suis persuadé que cette braise est en train d'atteindre le corps militaire, les gendarmes. Ils doivent se dire, oh mon Dieu, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Je pense qu'il y a des gendarmes, même, oui, je pense qu'il y a des militaires, même dans les plus bas grades, qui se demandent, ce n'est pas possible, ça ne peut pas continuer ainsi. C'est ce qu'on a vu au Burkina Faso, c'est ce qu'on a vu au Mali. Hein? Ce sont des militaires qui ont dit ça suffit, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, à la question, est-ce que c'est un acte isolé? Aujourd'hui, c'est un signe annonciateur, j'espère, de révolte. En tout cas, je l'espère, qui sont dans l'armée, de grandir. Quand je dis grandir, ce n'est pas par la taille, mais de grandir par l'esprit, de grandir par le courage, et de se dire qu'enfin, moi, soldat, je suis là pour protéger mon pays, pas pour protéger un dictateur qui martyrise les familles, les jeunes, les enfants, qui martyrise l'économie, qui martyrise l'enseignement, qui martyrise la santé. Je pense que ces jeunes-là, qu'ils soient militaires ou pas, vont enfin se rendre compte de cela. Et que des actes de musulmans, l'acte de Fanou et d'autres jeunes qui sont morts avant eux, je pense que ça va leur revenir dans la tête un soir comme un cauchemar et se dire, je vais me réveiller maintenant. Je vais me réveiller de cette dictature. C'est mon espoir, c'est ma prière en tant que père et en tant que personnalité politique. Et dans cette prière, je souhaiterais aussi que les personnalités politiques, quelles qu'elles soient, que les partis politiques, que les responsables politiques se disent, mais non, il y a une lumière qui s'est dégagée. On ne peut pas éteindre cette lumière. Il faut souffler sur cette braise afin que plus tard, le feu prenne, le feu grandisse et qu'il emporte tous ceux qui font du mal à notre pays. Tout le monde, les jeunes, les partis politiques,
et tout. Maintenant, je vais poser ma dernière question, puisque le pays a atteint un niveau où tout le monde est en train de souffrir de l'intérieur, puisque je pense que ce qui est arrivé à Fanou, découpé, c'est triste de raconter tout ça, mais montre le degré de gravité, de barbarie, mon cher. Et de barbarie, que même sous les mercenaires, on n'avait pas vu quelque chose que le pays traverse. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour vous, hommes politiques qui luttaient depuis le début jusqu'à aujourd'hui, les mamans, notamment la diaspora, qu'est-ce qui vous reste à faire pour arriver au secours du pays d'abord, mais essayer de tenter d'éviter d'autres assassinats macabres comme celui Moi, j'ai toujours prôné l'unité et le courage. Les partis politiques, pour certains, sont divisés. On a vu aux élections, ils sont partis un peu divisés. Je pense que c'est tort de rester divisés comme ça. Donc là, le pays est en danger. Il faut qu'ils viennent au secours du pays. Et cela veut dire qu'il faut que ces partis politiques mettent leur courage à deux mains pour imaginer des actes de protestation, des actes de mobilisation de la population pour que la population puisse enfin sortir de sa léthargie et qu'elle refuse de continuer à se faire écraser par la dictature. Donc d'abord l'unité. Alors ici aussi, dans la diaspora, on est toujours présent, on est toujours actif pour aider ceux qui sont là-bas. C'est un peu notre rôle. Nous les encourageons, nous manifestons. Et malgré le fait que nous refusons de nous taire, et cela, il faut que cela continue. Mais il faut que ce que nous faisons soit accompagné d'actes au pays. Que les hommes politiques, que les personnalités politiques prennent enfin leur courage à deux mains, encore une fois. Et qu'ils osent protester. Bien sûr que les militaires vont peut-être les arrêter, mais aujourd'hui, comment faire de la politique en dictature si on n'accepte pas d'aller en prison? Comment faire? C'est impossible. Ils veulent continuer à tuer, et tu ne rouspètes pas, et tu ne cries pas, et tu ne manifestes pas, et tu ne conçois pas d'action pour te débarrasser d'Azali Assoumani. Si tu es homme politique, si tu es cela, si tu fais cela, tu es irresponsable. Donc moi, ce que je pense, c'est le moment. Maintenant, c'est le moment. Je dirais le ver est dans le fruit. Le ver est dans le fruit de la dictature. La dictature a peur. On me dit qu'Azali Assoumani serait quelque part, a été transféré quelque part. On me dit ça. J'espère que c'est... Ce qu'on peut affirmer, c'est que le Conseil de ministres il n'a pas eu lieu, et on n'a aucune explication. De toute façon, c'est un pays qui est à la dérive. Donc, quand... ça ne produit rien, donc c'est un non-événement. Non-événement. Donc, le Conseil de ministres, c'est juste pour se raconter des histoires et puis venir nous raconter à nous, peuple, des histoires. De toute façon, maintenant, il n'y a plus de Conseil de ministres, il n'y a même plus de président. Il a une soirée qui ramène à tous les soi-disant ministres. Il faudrait quand même que les ministres, quand on dit ministres, aient un peu aussi de dignité. Moi, je suis à leur place, je démissionnerai. Je démissionnerai. Parce que c'est un problème de dignité. On ne peut pas rester comme ça, sous les ordres du fils d'Azali, qui décide de tout. D'ailleurs, il a dit lui-même, rien ne se fera sans que cela passe sous ma fouche codine. Docteur Zilé, avant de fermer notre entretien, le président Sambi a perdu sa sœur et on ne lui a même pas autorisé à aller à l'enterrement. Que te dire, mon cher Dima? Nous sommes ici, nous ne sommes pas en pays d'islam. Nous sommes en barbarie. Nous sommes dans le pays du diable, n'est-ce pas? Cet homme est un diable. On ne peut pas refuser à un homme d'aller enterrer sa sœur. Ce n'est pas possible, ce n'est pas musulman. Au-delà du fait que ce n'est pas musulman, ce n'est pas humain. Il aurait pu l'autoriser à aller à l'enterrement en le faisant accompagner par une troupe, des militaires, que sais-je. Mais au moins, il aurait pu le faire. Mais cela est criminel, cela est méchant. Voilà.
Donc, c'est quelque chose que je désavoue. Et je souhaiterais que l'ensemble de l'opposition se soulève comme un seul homme pour désavouer cela. Pour désavouer cela. Et que l'action que cette opposition va conduire ait une résonance à l'international. Parce qu'aujourd'hui, nous avons abandonné le combat vers l'international. L'opposition est au repos. C'est regrettable. Parce qu'aujourd'hui, le combat peut se mener en interne, mais aussi en externe. Un petit mot, puisque ça fait longtemps, nous nous rappelons très bien des propos de Badji Rafik, qui est l'ambassadeur des Comores à l'UNESCO. Nous nous rappelons très bien de ses propos qui avaient déclaré que si on s'attaque à son oncle, qui est le chef d'État, on va trancher la gorge en prenant derrière la paix aujourd'hui, aucune déclaration de sa part, ni pour soutenir la dictature, ni pour condamner l'acte horrible qui s'est passé. Est-ce qu'il n'est pas perdu là où il est? Ce garçon avait tout un avenir devant lui. Il avait toute la place ici, dans ce pays. On l'écoutait. Il était imam, quelque part. Et l'imam, ça conduit. C'est le guide. Mais quand un guide suit le diable, ce n'est plus un imam. Il devient diable lui-même, n'est-ce pas? Alors ce garçon est devenu un diable. Il ne pense qu'à son intérêt. Comment un imam qui a été imam peut dire « je vous trancherai la gorge » ? C'est écrit dans quel verset du Coran, ça? C'est écrit dans quel verset du Coran, monsieur Bachra? Oui, il est perdu. Il est perdu. Non, il n'est pas perdu. Il cherche son intérêt. Point final. On lui a donné un poste d'ambassadeur à l'UNESCO. On ne sait pas très bien ce qu'il y fait. Hein? On ne sait pas très bien ce qu'il y fait. On n'a aucune communication sur ce qu'il fait. On n'a aucun résultat de ce qu'il fait. Non, il va poser son joli corps, hein, quelque part sur un fauteuil, parler à qui veut l'entendre, à qui veut l'écouter, mais comment ne tirons aucun bénéfice de sa position à l'UNESCO. Ce meurtre, Dr Zilé, et puis on va arrêter là, n'implique pas indirectement son oncle qui est le chef d'état-major? Ça c'est même il a palissade, bien entendu. Il est le chef d'état-major, donc il est au-dessus de tout. Au-dessus le premier coupable, bien entendu, toute la chaîne de commandement, Bader Azali. Et je suis sûr que le commandant n'aurait pas fait ou fait faire ce qui est arrivé à notre enfant, enfin nous, si Youssouf Jihad n'avait pas donné son accord. Ça se passe comme ça. Hein? Chef, est-ce qu'on peut le découper? Oui, tu peux le découper. Voilà comment ça se passe. Chef, est-ce qu'on peut le torturer? Oui, tu peux le torturer. Voilà comment ça se passe. Chef, est-ce qu'on peut lui casser la tête? Oui, tu peux lui casser la tête. Voilà comment ça se passe. Voilà. Et c'est comme ça dans une dictature. Il y a le grand ordonnateur qui est Azali, et en dessous, il y a les grands exécuteurs, la chaîne d'exécution qui fait le sale boulot. Et parmi ceux qui font le sale boulot, il y a Youssouf Jihad. Et parmi ceux qui font le sale boulot, il y a tous ceux qui sont sous. Si ça avait été un militaire ou un gendarme, un jeune comme Fanou, qui aurait découpé ce jeune homme, je pense que ce jeune homme, si c'est un jeune homme, si ce n'est pas le commandant lui-même, si c'est un jeune homme, il doit le regretter amèrement. Parce que quand il va rentrer chez lui, quand il va se regarder devant la glace, il va se dire, et si c'était moi? Et si c'était moi? Parce que peut-être que moi, demain, je vais en avoir tellement marre que je vais me révolter comme ce jeune homme-là et que je vais commettre un acte en péril. Parce que le système Azali en est arrivé à ce point où les jeunes sont prêts à mettre leur vie en péril pour qu'enfin l'avenir des autres soit meilleur. C'est comme ça que cela s'est passé en Tunisie. C'est souvent comme ça que cela se passe dans les dictatures. Il y a toujours un homme, parfois jeune, parfois vieux, mais il y a toujours un homme qui dit « ça suffit. Je vais mourir, j'accepte de mourir, mais ma mort va servir à quelque chose. » Voilà. Ma dernière question, Dr Zilé, c'est vous aviez l'habitude, pendant les manifestations, de parler aux militaires. Et d'après des rumeurs ou bien des enquêtes, même si ce n'est pas officiel, vous voulez plutôt intimider à travers ce geste les militaires plutôt qu'aux civils, puisqu'il s'agit
d'un gendarme, comme on le dit. Quel message maintenant avez-vous, puisque on le sait très bien que beaucoup des militaires, beaucoup des gendarmes ne partagent pas la vie de cette dictature. Et cet acte voulait plutôt intimider les gendarmes. Quel est le dernier message? Je pense que c'est aux gendarmes, et puis après on finit. Je crois que lorsqu'une grogne, parce que la grogne est importante, hein, ça fait des sources qui me rapportent cela, surtout les bas échelons, hein, qui ont un très petit salaire, qui ont fait faire le sale boulot, elle est importante. Hein. Donc c'est pas parce que tu en as torturé un ou deux que la grogne va s'arrêter. Parce que pour que la grogne s'arrête, il faut que le système change. Voilà. Donc même si Fano est décédé dans des conditions effroyables, comme on a pu le constater, cela ne va pas remplir d'effroi uniquement. Cela va peut-être aussi donner du courage à ceux qui se disent « il est mort, mais il ne faut pas qu'il soit mort pour rien ». C'était mon camarade, c'était mon ami, gendarme. Nous allions à la plage ensemble. J'ai entendu même son frère dire « sache que toute ta famille sera en danger ». C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est ce jeune gendarme qui le disait. Donc aujourd'hui, je pense au contraire que cet acte va donner du courage à la jeunesse militaire. Il ne va pas leur faire peur. Parce que bon, ils ont peur de quoi? Ils ont peur de mourir de faim alors qu'ils meurent de faim. Ils ont peur de ne pas avoir de travail parce qu'ils ont peur de mourir, mais ils vont mourir demain de faim. Ils vont mourir de faim. Ils vont mourir de faim. Voilà. Alors leur mort aujourd'hui, je ne dis pas qu'elle n'a pas d'importance, mais aujourd'hui leur vie, elle est aujourd'hui comme un drapeau qui va se battre pour la liberté. Et je parle de la vie de toute la jeunesse. Cette vie-là, aujourd'hui, elle se soulève. Cette vie-là, aujourd'hui, elle se relève. Et Luqman ne va pas faire peur aux gendarmes. Luqman peut continuer à torturer. Mais un jour ou l'autre, ces jeunes, dans leur ensemble, militaires ou non militaires, vont faire comprendre, ensemble, comme une vaste marée humaine, comme une vaste marée de révolte, vont faire comprendre que maintenant, ça suffit. Voilà. Merci beaucoup. Bon, comme vous avez entendu, cet acte de Luqman, c'est un acte de désespoir, mais je pense, d'après les explications de Comoriens qui ont intérêt à se débarrasser de cette dictature. C'est dans ces derniers mots que nous allons finir notre entretien avec Dr Zile, qui était là pour parler de l'acte barbare qui s'est passé il y a 3-4 jours aux Comores. Un jeune de 20 à 24 ans maximum, Fano, qui est un gendarme, a été tué, le nez arraché, découpé en morceaux, et qu'on l'a ramené chez lui pour être enterré. Dr Zile a plutôt condamné l'attitude de ce qui serait la justice comorienne à travers, il avait déclaré que c'était une mort naturelle. Au lieu de laisser les journalistes, les médecins constater les faits, ils ont essayé de faire la chasse à l'homme en arrêtant toute personne qui aurait tenté d'essayer de savoir la vérité, pour que la vérité éclate. Donc Zile était là pour présenter ses condoléances auprès de la famille, auprès des Comoriens, auprès de la jeunesse comorienne. Zile est parmi les rares grands hommes politiques de la diaspora qui ne baissent jamais les bras pour essayer d'apporter sa contribution pour que le peuple comorien puisse s'en sortir de cette dictature. Maintenant, Dr Zile, c'est maintenant que nous allons nous quitter et nous vous remercions de votre venue. Vous êtes toujours le bienvenu dans notre plateau. Ça me fait plaisir, même si ce plaisir est amer vu ce qui s'est passé au pays, Dr Zile. C'est bien que l'on se retrouve pour crier notre douleur. Et en finissant un peu cet entretien, je voudrais demander à tous les auditeurs qui sont présents, aux Comoriens, de faire une prière pour le repos de l'âme de ce jeune homme
qui est mort dans des conditions effroyables, mais aussi pour le regroupe de tous ces jeunes qui ont été assassinés par la dictature des Ali Assoumani. Et priez aussi pour que nos prisonniers politiques sortent de sa geôle, de son enfermement injuste, où il est depuis plus de 5 ans. Merci beaucoup, Dr Zilé.